effectivement, j'ai 20 minutes pour vous convaincre qu'il faut protéger les poumons des patients atteints de SDRA, que ça a un intérêt et que c'est facile à faire. Je travaille avec des partenaires industriels sur les travaux de recherche, notamment sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors moi, je ne vais pas remonter à 67, j'étais né moi, à 67. Mais je n'ai pas lu le papier quand il est sorti, j'avais 9 ans et à l'époque, je ne lisais pas le Lancet encore. Et par contre, moi, je vais remonter à maintenant 30 ans en arrière. Ça, c'est le premier livre en français publié sur le syndrome de détresse respiratoire sous l'égide de notre maître François Lemaire, qui avait coordonné ce livre. Et dans ce livre, il avait confié à une référence mondiale du sujet, Peter Suter, qui était chef de service de réanimation chirurgicale à Genève, il avait confié le chapitre sur la ventilation mécanique. Quand on relit ce livre aujourd'hui, et moi je le feuillette de temps en temps, il est dans mon bureau et on a interdiction de sortir, il y a plein de choses qui sont encore vraies dans ce livre, sur la physiologie du syndrome de détresse respiratoire. Par contre, la ventilation, ça a beaucoup vieilli, et c'est vraiment plus du tout ça qu'on fait. Et donc l'idée, c'est, avant de vous rentrer dans le vif du sujet, c'est quand même d'essayer de vous faire passer un petit message sur comment on en est arrivé à ce qu'on dit aujourd'hui, en 3 diapositives, ce qui est pas si simple puisque ça résume 30 ans de recherche. Et on en est venu là d'abord à la suite de travaux expérimentaux. Et s'il y a un nom qu'il faut citer, et c'est une fierté pour la réanimation française, c'est celui de Didier Dreyfus, qui a été le grand leader qui a fait passer l'idée que quand on ventilait avec des grands volumes, quand on induisait un volume téléinspiratoire du poumon très important, on provoquait des lésions. Il a prouvé ça chez le rat dans de multiples expérimentations. Et donc, alors que c'était des animaux qui avaient des poumons sains, simplement la ventilation pouvait induire des lésions, et d'ailleurs des lésions qui ressemblent à s'y méprendre aux lésions du SDRA. Donc c'est une espèce de paradoxe. Le traitement symptomatique du SDRA peut induire un SDRA. Donc ça, c'était le premier versant, c'est les études expérimentales avec la notion donc, de volutrauma, c'est donc le volume pulmonaire téléinspiratoire excessif, et puis d'autres auteurs ont montré qu'il y avait aussi un phénomène qui pouvait être délétère, c'est le fait que le poumon se ferme à l'expiration, se réouvre à l'inspiration, puis se referme et se réouvre comme ça, c'est ce qu'on a appelé l'atelectrauma. La deuxième approche qui a permis ces progrès de compréhension, c'est l'approche physiopathologique, avec encore ici par des auteurs français, par exemple François Jardin, qui a été celui qui a décrit les conséquences du SDRA et de la ventilation sur le fonctionnement du ventricule droit, ce qu'il appelait le cœur pulmonaire aigu, et aussi, alors là, des auteurs plus volontiers français, François Lemaire par exemple, sur la notion de recrutement avec des études de mécanique respiratoire, et puis les auteurs italiens, et notamment Luciano Gattinoni, qui a décrit le SDRA comme un poumon de bébé en faisant des scanners, en disant voilà, c'est simple, ce poumon, il est trop petit. Le poumon de SDRA, c'est un poumon où les territoires aérés, où il y a encore de l'air, sont devenus beaucoup plus petits, parce qu'il y a plein de territoires que vous voyez là en bas, là où il n'y a plus d'air du tout. Donc c'est un poumon de bébé qu'il va falloir protéger comme on protège un bébé. Et donc tout ça, ça a amené à la notion de cette ventilation protectrice. L'objet de la ventilation dans le SDRA, c'est d'éviter que le patient meure dans les heures ou dans les jours qui viennent, et d'attendre que, soit spontanément, soit sous l'effet du traitement étiologique, le facteur déclenchant guérisse. Et donc, il ne faut pas qu'il meure, donc il faut corriger les échanges gazeux suffisamment, et surtout, il faut protéger ce poumon, ne pas le léser encore plus. Et pour le protéger, on va réduire la surdistension, éviter le volutrauma, là, c'est-à-dire qu'on va réduire le volume courant, et éviter ces phénomènes d'ouverture, fermeture expiratoire en mettant de la pression positive expiratoire, en empêchant le poumon de se refermer à l'expiration. Donc on passe de la situation qui est à gauche, ici, des grands volumes, des grandes oscillations de volume, à la situation à droite, un volume de base plus élevé parce qu'on a mis la PEP, et puis des volumes courants beaucoup plus modérés. Voilà le concept. Voilà, on a mis quelques années pour arriver à ce concept. Et puis une fois qu'on a ces concepts, il faut en démontrer la pertinence clinique. Et ça, c'est le sujet des grands essais randomisés, et donc dont on va voir qu'ils ont apporté des éléments tout à fait novateurs. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il faut ventiler en pression ou en volume dans le SDRA? Ben, on s'en fiche. C'est pareil. Ce qui va compter, ça va être les réglages. Vous pouvez ventiler dans un mode en pression comme dans un mode en volume. Simplement, si vous ventilez en volume, vous allez devoir surveiller les pressions.
Si vous ventilez en pression, vous allez devoir surveiller les volumes. C'est tout bête, mais c'est extrêmement important à comprendre. Il faut faire un choix. Mais donc, par exemple, en France, la conférence de consensus française recommande plutôt de ventiler en volume parce que, voilà, ça paraît plus simple et plus habituel, c'est plus courant. Mais dans les pays nordiques, en Allemagne, par exemple, c'est très, très fréquemment, la plupart des services ventilent ces patients en pression. Et encore une fois, il n'y a pas de différence. La première chose, c'est donc le volotraumatisme. Est-ce que quand je réduis le volume courant au cours du SDRA, ça change de devenir des malades? Et c'est ce qui a été prouvé par l'étude ARMA. L'étude ARMA, c'est un immense essai, le premier grand essai sur la ventilation mené par les Nord-Américains, le groupe de l'ARDS Network. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un grand collectif de 800 malades atteints de syndrome de détresse respiratoire et ils ont tiré au sort le volume courant. Ils ont dit un bassin sur deux, on va administrer un volume courant de 6 millilitres kilo de poids prédit et on va limiter la pression de plateau à moins de 30 cm d'eau et dans l'autre bras, on donnera 12 millilitres kilo de poids prédit. Pourquoi 12? Parce que c'était considéré à l'époque comme le traitement standard. D'accord, 12 000 kg. Alors, c'est du poids prédit. Donc, il suffit de me regarder pour voir que je ne suis pas un spécialiste du poids prédit. Mais il y a des ABAC. Le poids prédit, c'est issu de formules qui ont été développées par les sociétés d'assurance vie nord-américaines. Et donc, en fonction du sexe et de la taille, vous avez le poids qu'avant on appelait idéal, mais maintenant on n'a plus le droit de l'appeler idéal parce que c'est discriminatoire. Et donc, on l'appelle, et j'y tiens, et on l'appelle poids prédit. Et donc, résultat de cette étude, extrêmement spectaculaire. Vous avez ici, on appelle les courbes de Kaplan-Meier, vous voyez la survie en fonction du temps, et vous voyez, voilà ici, voilà, ça c'est la survie dans le bras 6 millilitres kilo, et ça c'est 12 millilitres kilo, il y a une différence de 10%. Ça veut dire que quand je change cette stratégie, je passe de 12 à 10, je vais sauver une vie tous les 10 malades. C'est un truc énorme, c'est un effet énorme. Cette étude a été publiée dans la plus prestigieuse des revues, qui est le New England Journal of Medicine. Ça a eu un retentissement planétaire considérable. D'ailleurs, c'est même la première fois que cette revue a accepté de publier sur son site internet l'article avant la publication papier, considérant que c'était tellement important. Donc c'est majeur, hein. On sauve une vie tous les 10 malades. Il y a une autre lecture, c'est que quand nous, les plus vieux, quand on réglait... Alors, on n'a pas fait beaucoup en France, 12 millilitres kilo. Mais enfin, quand on mettait des grands volumes, comme on nous recommandait de le faire, on tuait un malade sur 10. Hein. Il faut l'assumer, quand même. Donc voilà, ça a été une preuve extrêmement forte. Alors aujourd'hui, une fois qu'on a lu cette étude, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 lectures, ou 3 lectures maintenant. Comment on va régler le volume courant? La première lecture, je vais plus européenne. Ce qui est important, c'est limiter la pression de plateau. Pourquoi? Parce que la pression de plateau, c'est la pression dans l'alvéole à la fin de l'inspiration, la pression alvéolaire maximale. C'est le meilleur indice de distension pulmonaire. Il n'y a qu'à ne pas aller au-delà de 30 cm d'eau. Ce qui veut dire qu'il y a chez certains patients qui ont des poumons plus compliants, on va pouvoir mettre un plus grand volume que 6, par exemple. Lecture plus européenne. Lecture nord-américaine, l'étude, elle a fait 6 contre 12, c'est 6 qui a marché, il n'y a qu'à faire 6 à tout le monde. Voilà. Et puis une lecture qui est un peu, on va dire, brésilienne, c'est Marcelo Amato, qui est un très bon expert du syndrome de détresse respiratoire, qui a analysé des banques de données, qui lui a dit, non, ce qui compte, c'est l'oscillation de pression entre la PEP et la pression de plateau. Et c'est ça qu'il faut limiter. Alors, c'est lié à la compliance, mais c'est là qu'il faut limiter, et lui, il fixe un seuil à 14 cm d'eau. Bon, mais il est un peu, pour l'instant, isolé. Les 2 lectures les plus simples, c'est pas plus de 30 de plateau ou 6 millilitres kilo à tout le monde. Moi, dans mon service, on a clairement choisi de faire 6 millilitres kilo de poids prédit à tout le monde. Et pour avoir le poids prédit, il y a la formule, mais il y a des ABAC, ça, il y a tous les internes, mais les infirmières ont ça dans leur poche aussi, elles ont un espèce de petit carton. Il y a machin, carton rose, c'est pour les femmes, carton bleu pour les hommes, et machin, et il mesure 1,75 m. C'est un homme, il mesure 1,75 m, il aura un volume courant de 420 millilitres. Voilà, c'est assez simple. Alors, la deuxième question, voilà, donc là, clairement, il faut réduire le volume courant au cours du syndrome de détresse respiratoire. La deuxième question, c'est la PEP, là. Est-ce qu'il faut faire une PEP plutôt plus élevée pour protéger le poumon ou plutôt plus basse pour aussi le protéger du volotraumatisme et des conséquences hémodynamiques? Parce que c'est le problème avec la PEP,
c'est que d'un côté, elle a des effets positifs quand elle augmente l'oxygénation, elle recrute le poumon et elle évite ces phénomènes de recrutement, des recrutements, mais d'un autre côté, à volume courant constant, elle participe à la surdistension et elle peut avoir des conséquences délétères sur le fonctionnement du ventricule droit, par exemple. C'est la raison pour laquelle il y a eu 3 grands essais randomisés qui ont été menés au début des années 2000, qui ont essayé de comparer une PIP élevée à une PIP modérée au cours du syndrome de détresse respiratoire. L'étude Alveoli aux États-Unis, Love au Canada et Express en France. Dans ces 3 études, on incluait, vous savez, c'était avec l'ancienne définition, on incluait les ALI, les malades qui avaient 3, ce qui est une erreur. Il ne fallait pas le faire, mais bon, c'est comme ça. On incluait les malades qui avaient un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 300. Donc il y en avait qui avaient entre 300 et 200, des patients pas graves, et puis il y en avait qui avaient moins de 200, des patients plus graves, des SDRA. C'est ce qu'on appelle maintenant SDRA, s'ils ont une PIP à 5, modérée ou sévère. Donc voilà ces 3 études. Alors ces 3 études, voilà les résultats, avec en rose la haute PIP et en jaune la PIP basse. Et ça, c'est la mortalité hospitalière en pourcentage. Oui, la légende a disparu. Donc vous voyez qu'à chaque fois dans ces études, il y avait un peu moins de morts avec la haute PIP, mais que ce n'était pas statistiquement significatif. Vous savez, le petit p, là en haut, pour que ça soit significatif, il faut que ça soit inférieur à 0,05. Et ça ne l'est pas. Donc voilà ces 3 études. Quand on a vu ça, il se trouve que oui, je coordonnais une de l'étude française. Quand on a vu ça, on s'est dit avec les Américains et les Canadiens, on va prendre nos bases de données, on va les mettre toutes ensemble. Enfin, surtout, on l'a confié à un statisticien, une espèce de mathématicien, là, machin, il va faire tout ça, et il va regarder. Et c'est ce qu'on a fait et qu'on a publié dans le JAMA, là. Et donc, c'est cette méta-analyse. Là, c'est les 3 études cumulées. On regarde quel est l'effet sur la mortalité des stratégies de PEP. Quand on prend ce qu'on appelle ARDS, là, c'est SDRA, c'est-à-dire c'est les SDRA aujourd'hui modérés ou sévères, quand on met une PEP élevée, on diminue la mortalité de 5%. On sauve une vie tous les 20 malades. A contrario, quand on met une PEP élevée chez les patients qui ont une forme non grave, là on les appelait ALI non ARDS, mais maintenant on les appellerait SDRA léger, et pour le coup, mettre une autre PEP a plutôt... Alors là, ce n'est pas absolument significatif au plan statistique, mais il y a une tendance très forte pour penser que ça a tendance à augmenter la mortalité. Et donc la conclusion, vous avez vu cette diapo, c'est de dire, quel que soit le niveau de gravité, petit volume courant pour tout le monde. Par contre, pour la PEP, PEP modéré pour les SDRA légers, là, et PEP élevé pour les SDRA modérés sévères. Alors vous voyez, il y a une zone un peu grise où ça dépend et probablement il va falloir adapter patient par patient. Mais le message, c'est ça. SDRA modéré à sévère, PIP élevé, SDRA léger, PIP plutôt modéré. Mais petit volume courant pour tout le monde. Alors, PEP élevé, c'est quoi? Parce qu'on dit PEP élevé, ok, mais élevé, c'est combien? Eh bien, élevé, c'est ça. C'est les données des 3 études, c'est 15 à 16 cm d'eau au début. Voilà. Et puis à J3, ça baisse, hein. Après on diminue. Voilà. Alors, comment la régler la PEP? Alors, il y a en gros aujourd'hui 2 façons schématiques simples. C'est ce qui a été utilisé ça dans l'étude Love, ici l'étude canadienne. Vous avez une échelle de PIP FiO2, c'est celle du bas, la jaune, hein, la PIP élevée. Vous augmentez progressivement la PIP et la FiO2 pour obtenir le critère de PO2 que vous voulez. Et donc, vous voyez que, par exemple, si je veux une PO2, par exemple, entre 55 et 80, disons que je veux 70. Si je n'ai pas 70 alors que je suis en 40% PIP 12, je passe à 40% PIP 14, puis ça ne marche pas, 16, puis 18. Et puis après, en 40% PIP 18, si ça ne marche pas, je vais passer en 50% PIP 18. D'accord? Voilà, c'est assez simple à appliquer, hein, ça, au quotidien. Je ne trouve pas que ce soit très intelligent, mais c'est assez simple, il faut l'avouer. Sauf que nous, on a fait plus simple. Et nous, l'étude express, la PIP élevée, c'est très, très simple. On règle le volume courant à 6 ml/kg. D'accord? Donc, on a notre volume courant. OK. Et puis ensuite, on augmente la PEP. Et on essaie d'obtenir avec la PEP une pression de plateau comprise entre 28 et 30. Donc, on augmente, par exemple, chez ce malade, pour obtenir une pression de plateau de 29 cm d'eau, vous voyez là, il a fallu mettre une PEP à 17 cm d'eau. Je ne regarde pas l'oxygénation, je m'en fiche, j'augmente ma PEP. Et puis après l'oxygénation, je regarde la saturation, puis je baisse ma FiO2
pour obtenir une saturation de 94%. Alors ça aboutit à des malades un peu particuliers de temps en temps, parce que quand on n'a pas l'habitude, par exemple, il y a des malades qui ont PIB 17, FiO2 35%. Bon. Et voilà. Alors, bon, il y a une étude qui a comparé ces stratégies, une étude récente, très récente, qui a comparé ces stratégies, en fait, enfin, en tout cas, plusieurs stratégies de réglage de la PEP. Un des messages là est que quand on prend des SDRA graves, quelles que soient les stratégies qu'on applique, on obtient à peu près en moyenne les mêmes niveaux de PEP. Alors, d'un malade à l'autre, ça peut changer, mais en moyenne, on obtient les mêmes niveaux de PEP de l'ordre de 15-16 cm d'eau. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut avoir des outils pour faire plus personnalisé? Vous voyez, ça, on a dit, voilà, SDRA sévère, c'est ça, c'est un peu la médecine, hein. Vous savez que maintenant, il faut faire la médecine personnalisée. Ça fait bien de dire ça. Hein. Eh bien, voilà tous les outils qui ont été proposés. Donc, dans les 8 heures qui viennent, je vais vous prendre un à un ces outils et vous expliquer pourquoi ils ne marchent pas. Tous, ils marchent ou ils ne marchent pas, ça dépend comment on les voit. Pour l'instant, ces outils sont certainement intéressants au lit du malade, mais on n'a pas de données qui permettent de vous dire, ben voilà, en utilisant tel outil et en réglant comme ça avec cet outil, je fais mieux que ce que je vous viens de dire avant, de façon un peu plus, donc avec des réglages plus rudimentaires. Quelques mots des écueils de la ventilation protectrice. Quels sont les problèmes potentiels quand on fait de la ventilation protectrice? Le premier, c'est l'hypercapnie. On réduit le volume courant, donc la PCO2 va monter. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Un, il faut augmenter la fréquence respiratoire. Et dans tous ces essais-là, qui ont utilisé un volume courant de 6, avec une fréquence en moyenne de 29 ou 30 par minute, on obtient des PCO2 proches de la normale. En moyenne, il y a quelques malades qui sont hypercapniques, okay, mais c'est ce qu'on appelle l'hypercapnie permissive, qu'on tolère. Pour réduire cette PCO2, il faut réduire l'espacement instrumental, c'est-à-dire ce qui sépare la pièce en Y de la sonde d'intubation. Ensuite, il y a le dérecrutement. Quand on utilise un petit volume, ça peut faire du dérecrutement. Alors évidemment, quand on utilise une PEP élevée, le dérecrutement, c'est-à-dire c'est les poumons qui se ferment. La PEP élevée, ça prévient ça, mais il y a une autre des choses importantes, c'est les aspirations. Il ne faut pas déconnecter le malade. Et peut-être qu'il faut faire des manœuvres de recrutement, mais ça, je n'en parlerai pas. Et puis enfin, il y a les problèmes d'asynchronie patient-ventilateur. Quand on ventile ces malades qui ont une très forte demande ventilatoire, avec un petit volume, il va falloir les sédater et éventuellement les curariser. Donc ça, c'est pour vous illustrer ce que fait la réduction de l'espacement instrumental. C'est une étude qui a été réalisée à Brest. 10 malades atteints de SDRA, on ne change rien à la PEP, rien à la FiO2, rien au volume courant, rien à la fréquence. Simplement, on fait grand filtre ou petit filtre ou humidificateur chauffant. Et donc, vous voyez que la PCO2 en moyenne, 80, 70, 64, 5. Donc, le message, c'est quand vous avez un SDRA que vous ventilez, il faut réduire l'espacement. Donc, utilisez des filtres. Maintenant, il y en a beaucoup des petits qui sont performants. En fait, tu connais ça bien mieux que moi. Jean-Damien est spécialiste de sujet. Soit ces petits filtres, soit un humidificateur chauffant, mais pas les gros filtres échangeurs de chaleur et d'humidité, donc qui ont un volume mort trop important. Les aspirations, donc sans déconnexion, soit par un système clos, soit en passant à travers l'opercule souple du raccord Hanley, simplement. Mais il ne faut pas interrompre la ventilation, il ne faut pas déconnecter le malade. Regardez l'effet que ça... Voilà, ça, vous connaissez ça tous. Vous savez, c'est ces SDRA graves qu'on aspire, qu'on déconnecte et qui mettent 20 minutes à resaturer. Vous voyez, quand on aspire en déconnectant, ça fait une perte de volume considérable. Et rien que le fait, là, c'est juste en faisant aspiration par l'opercule souple, sans système clos. Voilà, déjà, on perd beaucoup moins. Donc, il faut surtout ne pas déconnecter ces patients et donc les aspirer en maintenant la ventilation. Ça, c'est une vidéo, c'est ce qui peut arriver. Alors, c'est à l'ancienne, c'est du noir et blanc, et c'est un écran d'un ventilateur qui est le plus guère utilisé, qui a un cerveau 300. Quand vous voyez ça, c'est un malade qui a un SDRA qui est ventilé avec une ventilation protectrice, un petit volume courant. Quand vous voyez des courbes comme ça vous en voyez tous les jours. Je peux vous et c'est magnifique. Je trouve qu'on s'en lasse pas, moi. Quand vous voyez ça tous les jours. Ça, c'est un patient qui fait des efforts énormes. Vous voyez, il déforme ses courbes de pression et même à la fin, il fait un double cycle. Là. Oui, là, c'est un double cycle. Là, vous avez réglé le volume à 6 ml/kg, mais là, il déclenche 2 cycles, il reçoit 12. Quand vous voyez ça, vous dites c'est embêtant la ventilation protectrice. On a bien envie de faire un grand volume. Non. Il faut sédater le malade, voir, et tu en reparleras, je pense, les curariser. Et il se trouve que l'équipe, Laurent Papazian et l'équipe de Marseille a bien montré que c'était plutôt bon pour le devenir de ces patients. Un tout petit mot sur les pistes.
C'est ça aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, la ventilation protectrice. Qu'est-ce qui vous attend demain? Ce qui vous attend demain, c'est peut-être la mesure de la pression transpulmonaire, c'est-à-dire, parce que quand on mesure la pression de plateau, on mesure la pression qui distend le poumon et la paroi. La paroi, on s'en fiche. Ce qu'on voudrait, c'est le poumon. Pour comprendre la pression qui distend le poumon, il faut mesurer la pression qu'il y a dans la plèvre. On ne peut pas mesurer la pression dans la plèvre, on mesure la pression dans l'œsophage. Ce n'est pas facile, mais il y a peut-être un intérêt à adapter en fonction de ce niveau de pression. La deuxième chose qui vous attend, c'est peut-être l'intérêt de la ventilation spontanée précoce, de tester des modes qui permettent aux patients de respirer spontanément très tôt. C'est un essai en cours, l'essai BIRDS, que je coordonne avec Jean-Christophe Richard. Et enfin, mais j'en parlerai pas plus, c'est les techniques extracorporelles. Maintenant, on va avoir des dispositifs, aujourd'hui et encore plus demain, des dispositifs qui permettent de faire une élimination extracorporelle du CO2. Donc, on pourrait se dire, tiens, on va peut-être pouvoir encore réduire le volume courant. Mais c'est l'avenir. Donc, ma conclusion, c'est, concernant cette ventilation protectrice, et j'espère que vous êtes convaincus, ça a un fondement physiopathologique extrêmement solide. Ça a un impact prouvé sur le devenir des malades, sur la mortalité. C'est faisable, et ça c'est largement démontré. C'est de mise en œuvre simple chez la très grande majorité des patients, et donc c'est une priorité absolue, partout et à tout moment. Je vous remercie.